Mes chers collègues, nous accueillons maintenant Madame Virginie Schwartz, présidente directrice générale de Météo France, et Monsieur Samuel Morin, directeur du Centre national de recherche météorologique. La connaissance des mécanismes du réchauffement climatique et des événements météorologiques extrêmes qui en résultent est sans doute l'enjeu le plus vital de la recherche du XXIe siècle. C'est pourquoi cette audition a une importance toute particulière pour notre mission d'information qui s'intéresse à la résilience nationale. Ce sera l'occasion de faire le point sur l'état de la connaissance de l'évolution globale du climat et de ses implications locales, sur l'évolution des capacités de prévision de l'opérateur national et de la communauté internationale, mais aussi sur la place et le rôle de Météo France dans les dispositifs de prévention des risques et de gestion des crises. Madame la présidente directrice générale, monsieur le directeur, je vous remercie de vous être rendu disponible pour cette audition. Je vous propose de commencer par une intervention d'une dizaine de minutes et ensuite nous poursuivrons sous la forme d'échanges de questions et réponses. Merci. La parole est à Madame Schwartz. Merci Honneur beaucoup. aux femmes. Si ça peut vous convenir, en support un peu des éléments d'introduction, on a préparé quelques planches qu'on va pouvoir laisser. Voilà, du coup, je passerai rapidement sur une partie des éléments, mais ça permettra que vous les ayez. Ah oui, bien sûr, et qu'on puisse y revenir par la suite en répondant à vos questions. Donc, effectivement, voilà, en accent cette intervention préliminaire sur les éléments de changement climatique et ses conséquences, et puis quelques mots sur la résilience de Météo France en tant qu'opérateur même. Peut-être d'abord quelques mots sur les missions de Météo France, voilà, pour rappeler que notre première mission, c'est la sécurité des personnes et des biens au travers de nos prévisions météorologiques, les missions institutionnelles vis-à-vis de la défense et du trafic aérien, mais aussi notre rôle dans le domaine du changement climatique, à la fois en tant que mémoire du climat et dans notre capacité à modéliser les évolutions futures du changement climatique et à soutenir les politiques publiques d'adaptation. En particulier, dans le domaine du changement climatique, donc on a 3 grands types d'activités. D'abord, tout ce qui concerne l'observation des évolutions du climat au travers des bases de données que nous opérons depuis très longtemps pour certaines. Nous mesurons, nous observons, nous constatons le changement climatique. Ensuite, en matière de recherche, dans une activité qui est une activité très internationale et où nous sommes vraiment parmi les organismes de référence au niveau international, nous travaillons sur la projection climatique, donc nous contribuons aux travaux du GIEC directement par nos modélisations, par nos projections qui sont incorporées par le GIEC dans ces travaux, mais aussi en participant aux rapports eux-mêmes et aux relectures. Samuel Morin, qui est ici, par exemple, a participé personnellement à l'un des rapports du GIEC. Mais l'exercice de projection climatique, nous ne le faisons pas seulement au niveau global dans le cadre du GIEC, nous le faisons aussi au niveau territorial, ciblé sur les territoires français, dans ce que nous appelons la régionalisation climatique, et qui nous permet de livrer un diagnostic plus précis à l'échelle des territoires. Et puis enfin, à partir de tous ces éléments, nous construisons ce que nous appelons des services climatiques pour informer, pour accompagner, pour appuyer les stratégies d'atténuation, mais aussi d'adaptation au changement climatique. Dans ce cadre-là, en particulier en 2020, nous avons livré un nouvel exercice de projection climatique territorialisée sur la France, intitulé DRIAS 2020, qui donne la vision la plus à jour de ce que pourraient être les effets du changement climatique en métropole. Avec, par exemple, des projections sur une hausse continue des températures annuelles, entre 2,1 et 3,9 degrés, selon les scénarios, puisque bien sûr, l'impact du changement climatique va dépendre de ce que seront nos actions en matière d'atténuation dans les prochaines années et des politiques qui sont menées à l'échelle du globe. En matière de précipitation, un diagnostic qui montre
une évolution qui pourrait être assez limitée en termes de cumul annuel, mais des contrastes saisonniers très importants, une hausse en hiver, une baisse en été, et un gradient territorial nord-sud également significatif, avec possiblement une légère augmentation au nord et plutôt une diminution au sud. Voilà, on pourra revenir sur ces éléments de diagnostic plus précisément si vous le souhaitez. En ce qui concerne les événements extrêmes, le diagnostic montre une augmentation du nombre de jours de vagues de chaleur, entre 3, voire même jusqu'à 10, juste dans les scénarios les plus extrêmes, une diminution du nombre de journées de gel qui pourrait être divisée par 2, voire quasiment disparaître, une augmentation des extrêmes de précipitation, une augmentation de la sécheresse des sols. Et en ce qui concerne les tempêtes, à ce stade, pas de signal très fort, mais des fortes incertitudes. Nous venons de compléter ces éléments généraux de projection climatique par des données spécifiquement ciblées sur la question des ressources en eau, et donc de nouvelles simulations hydroclimatiques qui ont été mises en ligne au mois de septembre sur notre portail DRIAS, et qui notamment montrent des évolutions assez contrastées des débits de rivières selon la localisation géographique, en particulier le bassin versant, et selon les saisons. Donc, face à tous ces événements météorologiques extrêmes et à leur évolution, notamment dans le cadre du changement climatique, l'une des responsabilités principales de Météo France, c'est de contribuer à la sécurité des personnes et des biens au travers de l'information la plus anticipée et la plus précise possible grâce à la vigilance météorologique. Donc c'est cette carte de vigilance que je pense que vous connaissez, avec ces 4 couleurs et 9 phénomènes qui sont aujourd'hui couverts par la vigilance. Donc vous avez posé la question de l'amélioration de ce dispositif. Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer ça ? Alors, ça passe par des actions sur toutes les différentes dimensions, sur tous les différents volets de la chaîne de prévision de Météo France, à la fois les observations qui sont en amont, les modèles de prévision que nous faisons tourner, les moyens de calcul que nous utilisons pour cela, l'expertise humaine, et puis à la fin, la façon dont nous traduisons tout ça en service pour nos utilisateurs. Il y a des progrès possibles et engagés sur tous ces domaines, qu'il s'agisse par exemple dans le domaine des observations, de l'arrivée de nouveaux satellites, qu'il s'agisse de nouveaux types d'observations, par exemple grâce à l'Internet des objets ou aux observations participatives, ou qu'il s'agisse aussi d'utilisation de l'intelligence artificielle. On a naturellement un très gros effort sur l'amélioration de nos modèles, donc nos modèles de prévision numérique du temps, avec à la fois une meilleure représentation des processus physiques et des couplages. On parle d'aller vers une vision intégrée du système Terre, une meilleure représentation des phénomènes extrêmes et surtout une augmentation de la résolution géographique à laquelle on est capable de faire nos prévisions. Et puis le développement de ce qu'on appelle l'approche ensembliste ou probabiliste. En gros, au lieu de faire une prévision et d'imaginer que c'est ça qui va se passer, on fait tourner nos modèles 15, 20, 30 fois, de façon à avoir un ensemble de scénarios possibles, ce qui nous permet non seulement d'identifier ce qui pourrait se passer de plus probable, mais aussi des scénarios un peu moins probables, mais réels, et donc notamment d'alerter les autorités sur les risques que présenteraient ces scénarios quand ils ont des conséquences extrêmes. De plus en plus, pour que nos prévisions soient le plus utiles possible, nous travaillons aussi à réfléchir en termes pas simplement d'indicateurs météorologiques, la température, les centimètres de pluie, mais en termes d'impact pour les utilisateurs. Donc leur parler de ce qui les intéresse eux. Par exemple, le risque de givrage d'un câble
pour un opérateur de réseau électrique ou ferroviaire. Et puis, on a aussi un axe de travail important sur la façon dont on communique tout ceci vis-à-vis des utilisateurs, qu'il s'agisse des services de l'État, mais surtout du grand public, pour que nos prévisions soient mieux appropriées. Pour tout ça, on a évidemment besoin de moyens humains et de moyens de calcul intensifs. On est très consommateur de moyens de calcul, malheureusement coûteux. Pour finir, peut-être quelques mots sur la résilience de Météo France lui-même, l'opérateur même et sa chaîne de production. Voilà, pour mettre en œuvre toute notre chaîne de production, on a besoin de beaucoup d'échanges de communication, notamment de recueillir des observations qui viennent de satellites, qui viennent de capteurs qui sont situés sur l'ensemble du territoire. Et donc, on est très dépendant des réseaux de télécommunications. Et on voit régulièrement à quel point ceci peut être un maillon faible dès qu'il y a une panne ou un incident technique. Et puis en aval, on a également besoin des mêmes moyens de communication pour pouvoir diffuser l'information, que ce soit vers la sécurité civile, vers la DGAC, vers le ministère de la Défense ou vers le grand public. Donc là, c'est plutôt des outils Internet, applications mobiles qui sont utilisés, mais derrière, c'est toujours une question de télécommunication. Donc vraiment pour nous, une résilience qui est très liée au sujet des réseaux de télécom et puis du coup à l'accès à l'électricité, puisque nos calculs tournent sur ces gros supercalculateurs qui sont très consommateurs d'électricité. Et donc on a un certain nombre de mesures en place techniques et organisationnelles pour assurer la continuité de notre activité avec vraiment un objectif de préservation du fonctionnement H24. Pour nous, c'est vraiment la continuité qui est l'enjeu plus que la protection des données elles-mêmes. De toute façon, les données météo se périment très vite et pour beaucoup sont des données publiques. Donc on a moins d'enjeux de confidentialité que dans d'autres établissements, mais l'enjeu de continuité implique pour nous des coûts importants, puisque notamment on est obligé de dupliquer un certain nombre que ce soit des réseaux de télécommunications ou des systèmes d'approvisionnement en énergie. Et vers l'aval, donc on a un peu le même type de questions dans l'articulation qu'on a avec la chaîne d'alerte, que ce soit les autorités publiques de gestion de crise ou les autres services de l'État et plus largement les médias. Je vous propose peut-être de m'arrêter là, compte tenu de votre cadrage en termes de temps. Et puis, du coup, on est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Oui, Monsieur Morin, vous n'avez pas de propos introductifs, hein, vous êtes... Ok, très bien. Alors, merci Madame la Présidente. Alors, merci beaucoup pour votre introduction et vos diapos qui sont extrêmement clairs et complets. Et c'est vrai qu'on a l'habitude de l'utilisation de Météo France au quotidien. Enfin, c'est un outil quotidien pour les Français, mais je voudrais témoigner également, pour avoir passé une semaine sur le porte-avions Charles de Gaulle, à quel point, y compris pour des opérationnels, c'est un sujet qui est extrêmement important. Et j'étais surpris, moi, de prime abord, d'avoir un météorologue militaire sur le porte-avions Charles de Gaulle, et quand même une équipe autour de lui, un bureau spécifique. Mais quand il m'a expliqué l'ensemble des tenants et aboutissants pour la bonne exécution des missions de l'ensemble du groupe aéronaval de la météo, j'ai compris à quoi ça servait, j'ai compris en quoi la météo était un sujet extrêmement sensible, y compris pour conduire les opérations militaires les plus stratégiques pour notre pays. Donc merci pour ça. Alors le but de notre mission sur la résilience nationale, c'est d'étudier s'il existe des cas de figure qui pourraient porter gravement atteinte au fonctionnement de la nation et comment rétablir le service, le fonctionnement de la nation dans tel cas de figure. Et donc la première question que j'ai envie de vous poser, c'est
vous faites des prévisions, vous mettez en avant les changements concrets que peut entraîner le dérèglement climatique. Est-ce qu'il existe, selon vous, des phénomènes météo qui pourraient porter gravement atteinte à la résilience nationale, soit sur l'ensemble du territoire, ou soit même sur un territoire donné? J'imagine que oui, puisque nous en avons constaté certains. Voilà. Alors, on a malheureusement des exemples, le plus frappant étant probablement celui des tempêtes de décembre 1999 qui avaient mis à bas notre système électrique, voilà, dans des proportions importantes, mais aussi un certain nombre d'autres infrastructures importantes. À une moins grande échelle géographique, on a également constaté avec la tempête Alex à quel point les événements météorologiques extrêmes pouvaient voilà, avoir un impact sur le bon fonctionnement de l'activité dans un territoire. Pardon. Voilà. Et alors, oui, merci. Effectivement, on a plusieurs exemples. Et récemment, on a auditionné les industriels de l'eau et les opérateurs en matière d'eau pour voir à quel point l'acheminement en eau était quelque chose de sensible ou pas. Et à l'issue de l'audition, j'ai échangé avec un des participants qui me disait qu'on devrait davantage se préoccuper des phénomènes type les dômes de chaleur qui pourraient entraîner sur une zone géographique des problèmes de sécheresse, en tout cas de difficultés d'accès à l'eau. Est-ce que pour vous, c'est un sujet qui mérite d'être regardé? Est-ce qu'on pourrait avoir des conditions qui font que sur une zone relativement grande, on pourrait avoir une sécheresse prolongée qui pourrait même poser des problèmes d'accès à l'eau? Peut-être juste commencer, puis après je laisserai Samuel si éventuellement il y a quelque chose à dire. Ce qu'on voit en tout cas dans nos projections de façon claire, c'est des sécheresses. Voilà, augmentation de température, sécheresse du sol, etc. Et un impact fort sur le cycle de l'eau, voilà, qui transforme profondément la façon dont il faut considérer toutes les questions liées à l'eau. Alors, spécifiquement sur... voilà, je comprends que plus précisément, votre question était vraiment sur des événements ponctuels de dômes de chaleur. Je ne sais pas si on a regardé notamment l'impact sur la disponibilité en eau. Oui, merci. Je vais apporter un ou deux compléments. Déjà, pour revenir sur l'expression dôme de chaleur qui a été utilisée l'été dernier à l'occasion de la canicule exceptionnelle en Colombie-Britannique et dans l'ouest des États-Unis. Alors, ce n'est pas forcément un terme qui est couramment utilisé en météorologie. En fait, un dôme de chaleur, c'est un anticyclone particulièrement intense qui conduit à ces conditions chaudes et durables. Et ce qu'il faut savoir effectivement, c'est que quand l'atmosphère est plus chaude, en fait, il y a deux effets antagonistes qui ont un rapport avec le cycle de l'eau. C'est d'une part, étant plus chaude, elle peut contenir plus de vapeur d'eau potentiellement et donc conduire en cas d'événement de précipitation à des précipitations plus intenses, ce qui explique pourquoi dans un climat plus chaud, et on l'observe déjà, on a une intensification des phénomènes de précipitation les plus extrêmes et une projection à la hausse pour les prochaines décennies. Mais également, quand il fait plus chaud, l'évaporation des sols est également plus efficace. Donc, en fait, on a un système qui à la fois favorise les sécheresses et les précipitations intenses. On perd vraiment sur les deux tableaux. Ce qui me paraît effectivement très clair, et ça, on a déjà des exemples par le passé de sécheresses qui ont duré plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et qui ont toutes les raisons, d'après toutes nos projections, de s'amplifier et de se poursuivre à l'avenir, à la fois en intensité, y compris le pic de température, en termes de durée, et en termes d'extension spatiale. On s'attend effectivement à des phénomènes de ce type-là de plus en plus souvent, même si il faut toujours rappeler que la météorologie, les conditions météorologiques d'une année à l'autre sont extrêmement variables. Et donc, voilà, ce qui se passe jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, c'est un ensemble de possibles. Et donc, quand on parle de tendance climatique, on parle de tendance sur plusieurs décennies. Et donc, on a graduellement des conditions en termes de sécheresse de plus en plus défavorables. Mais on va continuer à avoir une alternance de périodes plus ou moins anticycloniques, plus ou moins perturbées. Ça n'a pas de raison de changer a priori. Le changement climatique ne crée pas de nouveaux risques, mais il accentue un certain nombre d'entre eux et leurs conséquences.
ce que je comprends, et c'est plutôt rassurant, c'est que finalement, les phénomènes météo font l'objet maintenant d'un recul historique important et on ne risque pas d'être confronté un jour à un phénomène dont on n'aurait pas pu forcément apprécier l'existence parce que, voilà, enfin, tant que ça ne s'est pas produit, en tout cas, on ne peut pas se dire. Et notamment, je voulais vous interroger sur un point, mais vous allez peut-être me dire si c'est dans votre périmètre ou pas. Quand on parle de météo, on parle souvent de l'espace atmosphérique avec les nuages, voilà. Je voulais vous interroger notamment sur l'espace exo-atmosphérique, puisque des chercheurs américains récemment de l'Université de Californie ont étudié les conséquences d'une tempête solaire qui pourrait se produire en cas de météo spatiale défavorable. Alors, je pense que Météo France n'est pas chargé de la tempête exo-atmosphérique, sauf si vous me contredisez, mais est-ce qu'on pourrait... est-ce que vous ou d'autres... enfin, que pensez-vous de l'annonce de ces chercheurs américains qui dit qu'une telle tempête solaire pourrait avoir apparemment une déflagration électromagnétique qui pourrait même aller jusqu'à perturber le fonctionnement de certains appareils électroniques. Dites-moi si c'est totalement en dehors de votre sujet. Alors, c'est pas complètement en dehors de notre sujet parce que, en fait, nous réalisons certaines prestations pour la DGAC dans le domaine de l'aérien, effectivement sur la surveillance de ce type d'événements, avec l'idée qu'effectivement ça pourrait perturber certains appareils. Voilà. Après, c'est pas forcément peut-être notre cœur de métier, mais sur la partie plus scientifique de votre question, laissez Samuel répondre. Oui, enfin en tout cas, comment dire, on parle de météo de l'espace, mais c'est effectivement un terme qui est à la fois compréhensible et à la fois un petit peu impropre, parce qu'il ne s'agit pas de météorologie au sens où on l'entend, et donc il n'y a pas de lien entre l'activité du Soleil. Comment dire, il y a d'une part pas de lien significatif entre l'activité solaire et l'évolution du climat terrestre, d'une part, et d'autre part, il n'y a pas de lien entre l'évolution climatique sur Terre et les perturbations solaires, d'autre part. C'est-à-dire que c'est déjà avéré que les variations d'intensité d'activité solaire ont des conséquences pour un certain nombre de réseaux de communication. En fait, quelque part, il suffit d'avoir une tige métallique suffisamment longue pour que ce soit des réseaux de transport de diverses matières ou d'énergie, voire même des satellites qui sont perturbés par des fluctuations d'activité solaire. Mais comme l'a dit Madame Schwartz, effectivement, à ma connaissance, il y a des prestations ou il y a des activités de Météo France qui contribuent à ce suivi de la météo spatiale, mais ce n'est pas en soi une activité de recherche que l'on traite dans le centre de recherche de Météo France. En fait, finalement, ce que je voulais nous faire un peu toucher du doigt, c'est que on peut potentiellement encore être surpris par la nature. C'est-à-dire qu'on peut, enfin, je parle sous votre contrôle, mais on peut imaginer qu'un phénomène n'ait eu aucune occurrence ces 200 dernières années et tout d'un coup vienne nous surprendre parce que... Et voilà, est-ce qu'on peut encore être surpris par la nature avec des phénomènes violents qu'on n'aurait pas envisagés, ou est-ce que non, on a vraiment un recul historique suffisamment important pour ne plus être surpris par la nature? Alors, peut-être pour moi un point important, c'est que ce qui peut notamment nous surprendre, c'est à la fois l'intensité des phénomènes et c'est la localisation et la périodicité des phénomènes. C'est-à-dire que, voilà, certes, on connaît les tempêtes, on connaît les précipitations extrêmes, on connaît les cyclones, on connaît... Voilà. Mais l'idée que des risques puissent se produire à des endroits et à des périodes totalement inhabituelles et où donc on ne les attend pas, je pense que c'est là qu'il y a effectivement des risques nouveaux qui sont liés au changement climatique. Voilà, je pense notamment à des choses qui avaient été bien mises en évidence dans le rapport du GIEC sur la cryosphère auquel Samuel Morin a participé et qui montrait qu'en montagne notamment, voilà, il y avait vraiment des risques nouveaux qui pouvaient apparaître au sens des risques à des endroits ou à des périodes auxquelles on n'a pas l'habitude de les observer historiquement. Si je peux compléter, on n'a pas la prétention de ne s'attendre qu'à des choses déjà connues. Hein. On a vraiment une approche humble par rapport aux phénomènes naturels et à leur modification sur l'effet du changement climatique. Mais comme vient de le dire Madame Schwartz, on n'a pas de... On n'imagine pas, en tout cas ça fait partie des choses qui sont des phénomènes jamais vus sur Terre
se produire. On imagine des phénomènes déjà vus se manifester de façon potentiellement assez différente de ce qu'on a observé. Et par exemple, pour revenir sur l'épisode de Colombie-Britannique au mois de juin et juillet dernier, le record de température au Canada a été battu d'une marge de 3 degrés de mémoire. Ce n'est pas des choses qui étaient impensables, mais c'est des choses qui ont quand même surpris par l'intensité du phénomène. Donc c'est toujours ça qui est un petit peu délicat. À la fois, on peut être surpris au quotidien par l'intensification très rapide d'un cyclone ou l'intensification très rapide d'un événement de précipitation, sans pour autant que ce soit totalement hors de la probabilité que ça se produise. Vous voyez ce que je veux dire? On peut avoir des phénomènes plausibles, et dont on ne soupçonne pas forcément qu'ils se reproduisent aussi souvent. Donc je pense que voilà, on reste humble par rapport à ce qui se passe, et en particulier sous l'effet du changement climatique, il y a des phénomènes surprenants au sens de leur intensité et de la date à laquelle on les observe. Ok, merci. Alors, encore une question un peu non conforme. Alors, excusez-moi, c'est un peu le rôle de la mission d'envisager l'inimaginable. Hein. On voit bien qu'avec la crise sanitaire, on est face à des situations qu'on aurait eu du mal à croire. Celui qui, il y a 2 ans, nous aurait décrit pareille situation. Donc, je me permets de vous pousser un peu dans vos retranchements. J'ai participé il y a quelques jours à un échange avec les personnes de la Red Team Défense, que vous connaissez sans doute pas, mais ce sont les futurologues qui sont chargé par le ministère des Armées d'imaginer les cas les plus difficiles auxquels pourrait être confronté notre pays. Et ce sont des gens, des auteurs de science-fiction, des futurologues qui, justement, sont recrutés pour penser, comme on dit, out of the box. Enfin, vraiment. Et alors, quelqu'un, sans être dans des échanges, on va dire, confidentiels, envisageait l'hypothèse qu'une puissance adverse pourrait avoir suffisamment de pouvoir pour manipuler la météo, pour avoir un impact sur la météo, soit pour provoquer une sécheresse, soit des événements climatiques intenses, pas forcément dans les années qui arrivent, mais en se disant que dans les années qui arrivent, les évolutions technologiques pourraient le permettre. Par exemple, pour vous donner un exemple, on sait que l'armée russe déploie une arme atomique pour créer des tsunamis, par exemple, au travers d'une méga torpille, créer un tsunami. Est-ce que pour vous, ça vous semble du domaine du plausible que l'humanité, en tout cas un pays, puisse disposer de moyens très importants qui lui permettraient de modifier la météo sur une zone de la planète, soit en créant des phénomènes climatiques extrêmes, soit en créant de la sécheresse? Voilà. Est-ce que ça vous paraît totalement de la science-fiction, ou est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît de l'ordre du plausible? En fait, les programmes de modification de la météo, alors je vais commencer par dire que l'humanité a prouvé qu'elle savait modifier les conditions météo, puisque les émissions de gaz à effet de serre sont responsables du changement climatique, qui a des conséquences sur les conditions météo. Première chose. Par ailleurs, effectivement, depuis de très longue date, un certain nombre de pays, de sociétés ont tenté de modifier la météo, que ce soit pour faire tomber la pluie ou que ce soit pour éviter les phénomènes les plus intenses, la grêle, ce genre de choses. Donc il y a déjà des méthodes plus ou moins éprouvées, plus ou moins fiables, ou des tentatives de modification du temps. Et puis un tout petit pas de côté avant de revenir à votre question. D'ores et déjà, vous parliez de ressources en eau et de sécheresse. Les modifications de régime de fleuves et les conflits entre États en aval des régions montagneuses, il n'y a pas besoin de chercher très loin pour les constater en Asie centrale ou dans d'autres régions. On sait déjà qu'il y a des conflits sur l'allocation de ressources en eau, sans avoir besoin de modifier les précipitations. Il y a déjà des conflits sur les ressources en eau en aval par la gestion des débits des rivières. Voilà. Alors ensuite, est-ce que c'est plausible de faire des modifications de très grande échelle des conditions météo? Je ne serais pas surpris. Que ce soit des choses qui puissent exister un jour. Effectivement, pas forcément par des moyens particulièrement puissants, comme ce que vous venez de donner comme exemple, mais plus par des modifications de la composition chimique de l'atmosphère qui pourraient, par l'injection de particules ou par des modifications de nature électromagnétique, d'arriver à condition de les déployer à une suffisamment grande échelle,
pouvoir avoir des conséquences sur notamment la formation ou, à l'inverse, l'évaporation de particules qui pourraient conduire à des précipitations. En gros, je pense que c'est vraiment sur le régime des précipitations qu'on peut se douter qu'il y a le plus de marge de manœuvre, même si les volumes d'atmosphère à modifier sont considérables. Je ne pense pas qu'on puisse partir du principe que c'est absolument hors de portée de les modifier. Voilà. Après, pour le coup, c'est quand même un domaine qui n'est pas nouveau dans la science météorologique, la modification du temps. Ce n'est pas mon domaine de spécialité personnelle. Et alors, pour faire un peu de positif, parce que là, finalement, on parlait d'un trouble créé volontairement pour gagner une guerre, par exemple. Inversement, vous avez effectivement bien fait de rappeler que l'homme avait montré sa capacité, sans le vouloir, de modifier la météo. Est-ce que vous avez une idée de l'état de l'art sur la capacité qu'on pourrait avoir de corriger notre erreur avec des méthodes, en gros, climatiser la Terre, agir sur avoir une mesure corrective du changement climatique, vous y croyez ou c'est impossible? On en parlait en arrivant il y a une demi-heure. Il y a beaucoup de gens qui travaillent aujourd'hui sur la géo-ingénierie, avec un spectre très large en fait dans ce qu'on appelle de la géo-ingénierie, depuis planter des arbres jusqu'à envoyer des boucliers dans l'espace pour envoyer le rayonnement solaire. Voilà. Là aussi, la crédibilité des différentes méthodes est sans doute pas exactement la même. Voilà, mais tout ce qui tourne autour notamment de la biomasse, du stockage de carbone dans les sols, etc., voilà, on voit qu'il y a un défi sur l'échelle à laquelle il faudrait le faire, mais il y a des réelles solutions, ou en tout cas des parties de solutions dans la réduction de l'impact du changement climatique. Voilà, après, le défi, je pense que c'est que on n'utilise pas la possibilité de solution de ce type comme un argument pour ne pas exploiter l'intégralité du potentiel des actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Comme dans tout ce qui concerne la lutte contre le changement climatique, de toute façon, on voit qu'il faudra un éventail très large de types d'actions, que donc il faudra mobiliser toutes les options possibles, et y compris certaines options peut-être de géo-ingénierie, mais qu'aucune d'entre elles ne suffira seule, et que même si certaines solutions de géo-ingénierie pourront peut-être être pratiquées, ça ne nous dispense probablement pas de faire par ailleurs tous les efforts nécessaires pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. En complément, c'est un sujet qui est fortement débattu dans la communauté scientifique. C'est un sujet qui n'est pas absent des rapports du GIEC, notamment le rapport qui est sorti début août sur les bases physiques du changement climatique, qui traite explicitement dans différents chapitres de cette question-là, alors sous au moins 2 angles différents, que sont le stockage, ou la capture et le stockage du dioxyde de carbone, qui fait partie du portefeuille d'options qui est inclus dans les scénarios climatiques. Et puis la question plus directe, comme ça vient d'être dit, de ce qu'on appelle le SRM, le Solar Radiation Management, comment on peut gérer ou prétendre gérer le rayonnement solaire en plaçant des boucliers fixes ou en injectant des particules dans l'atmosphère pour renvoyer une partie du rayonnement solaire vers l'espace. Là-dessus, juste 2-3 remarques. La première, c'est que c'est un domaine dans lequel, pour le coup, peut-être davantage que sur votre question précédente, je ne serais pas surpris de voir tôt ou tard des expériences plus ou moins maîtrisées lancées à l'initiative d'individus ou d'États, parce que c'est des domaines qui sont non régulés, à ma connaissance, et sur lesquels, si quelqu'un a les moyens de lancer dans l'espace quelque chose, que ce soit des particules ou des miroirs, je ne suis pas sûr qu'il y ait aujourd'hui une réglementation internationale qui l'empêche. Et la deuxième chose qu'il faut, je pense, avoir bien à l'esprit quand on parle de manœuvres ou de méthodes qui visent à réduire le rayonnement solaire, encore une fois, soit avec des miroirs, soit avec des particules, c'est que ce faisant, on peut continuer, enfin, ça se fait toute chose éternelle par ailleurs, on continue
d'émettre des gaz à effet de serre, et donc ces gaz à effet de serre continuent de s'accumuler dans l'atmosphère. Et donc, quelque part, ça veut dire qu'une fois qu'on a commencé, on ne peut plus s'arrêter. Parce que le jour où on arrête, eh bien, tous les gaz qui ont été émis et dont l'effet a pu être compensé plus ou moins efficacement, et c'est un sujet en soi, par ces méthodes-là, en fait, l'effet disparaît quand la méthode disparaît. Et en ce qui concerne les injections dans la stratosphère, de particules sulfatées en particulier, qui fait partie des hypothèses étudiées par certains, on n'est pas du tout sûr qu'il n'y ait pas des effets en cascade sur l'ozone ou sur d'autres composants qui aient également des effets catastrophiques en bout de chaîne. Donc c'est vraiment un sujet dont on se saisit, en tout cas au centre de recherche, au CNRM, il y a plusieurs collègues qui participent à des travaux sur cette question-là. On part du principe que, quoi qu'on en pense, c'est un sujet qui est sur la table, et quoi qu'on en pense, c'est notre responsabilité de nous informer et de contribuer aux connaissances sur ce sujet-là. Sous le contrôle de Madame Schwartz, si c'est un sujet qui vous intéresse, il doit nous être possible de vous fournir une page ou deux de synthèse sur à la fois les travaux que l'on mène, et puis surtout des éléments d'explication sur les différentes options qui existent, et à la fois leurs bénéfices éventuels et puis les risques qu'ils présentent, voilà, si ça vous intéresse. Avec plaisir, sachant que c'est un sujet qui est périlleux, parce que dans notre motivation effectivement à agir contre le dérèglement climatique, si l'homme entrevoit une piste pour s'en passer, il y aura un phénomène psychologique à tout de suite voir cette solution et à peut-être se dispenser d'efforts qu'on pourrait faire par ailleurs. C'est toujours le risque. En tout cas, comme souvent quand on se confronte à la nature, vous nous livrez une parole de grande humilité, à la fois pour prévoir et pour modifier les phénomènes météo, et on comprend bien compte tenu de l'immensité des volumes concernés. Alors je vous propose de revenir sur Terre et de vous interroger, compte tenu de la typologie de notre pays, sur la manière dont vous intégrez les territoires d'outre-mer, qui sont parfois des petits morceaux de confetti, on va dire, à l'autre bout du monde. Et donc comment vous arrivez à maintenir l'effort sans trop vous disperser, y compris sur les territoires qu'on a à l'autre bout du monde? Alors c'est vraiment un défi dans l'ensemble des activités de Météo France, que ce soit dans la prévision météorologique au quotidien, ou dans la modélisation et les projections climatiques. Compte tenu des enjeux météorologiques sur ces territoires, on a en fait un effort proportionnellement plus intense dans les territoires d'outre-mer, par exemple rapporté au nombre d'habitants, que ce qu'on fait en métropole. Voilà, on a des équipes nombreuses dans l'ensemble des territoires d'outre-mer. Spécifiquement sur la question des projections climatiques, ça oblige à faire des travaux spécifiques d'adaptation dans chacune des zones concernées. Et donc, on mène ces exercices spécifiques dans les territoires, un peu au fur et à mesure. Voilà. Et donc, par exemple, en ce moment, on a un exercice qui démarre autour de la Polynésie française, avec un financement de l'Agence française du développement, et qui a l'intérêt d'être un exercice dans lequel on regarde non seulement les territoires français de la Polynésie, mais aussi où l'objectif c'est d'apporter également des projections, et donc du coup un accompagnement à des territoires proches, Vanuatu, voilà, qui n'ont pas les moyens de mener ce type d'études et de travaux de modélisation très approfondis sur le changement climatique, mais qui sont très impactés. Et donc, voilà, on va pouvoir profiter de ces travaux qui sont menés sur nos territoires pour pouvoir également apporter une information à nos pays voisins. D'autant plus qu'on est en plein dans la résilience. Je crois que lors de son dernier passage, le président de la République avait justement employé le mot résilience pour parler notamment en Polynésie, des abris en cas de submersion d'eau qui étaient mis en place. Alors moi, j'avais deux dernières questions. La première question, pour simplifier, je l'aborderai en disant comment vous évitez l'effet Pierre et le loup. Vous connaissez l'histoire de Pierre et le loup, moi qu'on me racontait quand j'étais gamin, qui racontait en permanence que le loup arrivait alors que le loup n'arrivait pas, et puis le jour où le loup arrive, plus personne ne le croyait. C'est un peu ce qui s'est passé, moi. Enfin, c'est un peu ce qui se passe souvent, parce qu'on entend parfois sur le territoire, bon, maintenant c'est ceinture et bretelles, principe de précaution,
Météo France nous alerte sans cesse dès qu'il y a le moindre risque. Et donc, finalement, comment vous dimensionnez le barème pour alerter, sachant que vous êtes toujours dans une certaine incertitude, malgré la grande qualité de vos prévisions et les progrès qui ont été faits? Comment, finalement, vous arrivez à bien doser le niveau d'alerte pour ne pas tomber dans l'effet Pierre et les loups, justement? Alors, d'abord, on ne le fait pas tout seul. Et cette question, elle se pose en particulier autour de la vigilance météorologique et donc des messages qu'on peut passer donc, sur les niveaux de vigilance, en particulier les niveaux orange et rouge. Et donc les niveaux et les conditions de gestion de la vigilance sont définis par Météo France, mais avec les pouvoirs publics, donc en lien très étroit avec un comité interministériel de la vigilance, donc avec en particulier la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise et la Direction générale de la prévention des risques. Et puis ensuite, selon les risques particuliers, la Direction générale de la santé ou la Direction générale des Outre-mer. Donc voilà, c'est d'abord un travail qui se fait de façon collective. Ensuite, c'est un débat que nous avons souvent, notamment avec des élus, en cas de phénomènes très localisés. Aujourd'hui, la vigilance est une vigilance au niveau départemental. En tout cas, le code couleur est appliqué de façon départementale, ce qui a le mérite d'être une information simple, donc facilement communicable à l'ensemble des Français, ce qui a l'inconvénient de faire une moyenne sur un département. Et donc on a des seuils et des critères qui font que même si on prévoit très bien un phénomène très localisé dans un département, on ne va pas passer ce département en vigilance rouge dans son ensemble, justement pour éviter le phénomène que vous citez, ou si dans un département quasiment personne ne voit rien, mais qu'il y a une petite partie du département qui est touchée, effectivement, on décrédibilise le dispositif de la vigilance avec le risque qu'ensuite les Français ne nous croient plus. Alors, voilà, on comprend bien la logique, mais évidemment, quand on est le maire ou le citoyen de la commune qui, elle, a été très impactée, on dit mais pourquoi est-ce que Météo France n'est pas passé en rouge? Donc, pour progresser là-dessus, on travaille sur l'idée d'aller vers une information qui soit davantage infradépartementale. On le fait déjà aujourd'hui dans certains cas, notamment sur la vigilance vague submersion, donc sur les littoraux, où nos bulletins donnent déjà une information qui est infradépartementale. On le fait parfois sur d'autres phénomènes. À partir de mi-2022, notre objectif, c'est de pouvoir, sur nos cartes, cibler des zones dans lesquelles, donc de niveau infradépartemental, dans lesquelles on attirera l'attention sur le fait qu'il y a un phénomène particulièrement intense. On ne pourra pas le faire tout de suite pour tous les phénomènes météorologiques parce que nos capacités de production ne sont pas les mêmes, mais c'est bien le sens dans lequel on va. Pas d'avoir une information infradépartementale partout, parce que le risque, ce serait d'avoir une information qui devienne illisible. Si on a des tas de petites taches de couleur, des centaines de taches de couleur partout sur le territoire français, ça risque de devenir illisible. Mais par contre, dans les zones où il y a vraiment un risque accru, là, de pouvoir faire un zoom infradépartemental. Merci de votre réponse. Alors, une dernière question, parce que le côté infradépartemental, à mon sens, se justifie aussi pour éviter les effets de cassure sur les zones qui sont en limite. Moi, par exemple, j'habite en limite de département du Rhône, et je comprends bien que quand je passe la frontière administrative, tout d'un coup, je n'ai pas un niveau d'alerte qui est différent. Et la météo, c'est un dégradé, finalement, je suppose. Hein, ce n'est pas des choses qui s'arrêtent aux frontières administratives. Et finalement, est-ce que vous ne pourriez pas arriver à trouver... De ce que je comprends de votre explication aujourd'hui, c'est que le déclenchement de ces alertes fait l'objet d'une gouvernance pour décider à plusieurs, une gouvernance collégiale, s'il y a lieu de déclencher ou pas l'alerte. Donc je comprends finalement que vous n'avez pas forcément de critères objectifs qui, en dehors d'une intervention humaine, vous permettent de déclencher l'alerte, puisque si c'était le cas, vous seriez en mesure finalement d'industrialiser ces alertes
pour déclencher automatiquement sur une commune donnée en fonction de critères objectifs une alerte qui pourrait être ciblée à la commune. Par ailleurs, je fais juste un petit retour d'expérience en tant que maire. Souvent, je recevais ces messages et de mémoire, c'était des messages vocaux. Alors, est-ce que c'est vous qui les gérez ou est-ce que c'est la préfecture? Et d'ailleurs, je me souviens des fois, on les recevait en pleine nuit. Enfin bon, c'est le job des maires parfois d'être alertés en pleine nuit. Peut-être que par SMS, ça pourrait être aussi quelque chose d'intéressant. Mais voilà, vous nous direz si c'est vous, les préfectures, qui gèrent. Et puis, vu que c'est ma dernière question, si vous avez une dernière information à apporter à notre connaissance avant la fin de l'audition, n'hésitez pas. Et merci beaucoup, en tout cas, de votre participation. Alors, effectivement, on a une gouvernance collective. Cette gouvernance, elle est d'abord sur les critères, c'est-à-dire la définition en amont de qu'est-ce qui fait qu'on est en orange, qu'est-ce qui fait qu'on est en rouge. Ceci dit, ce n'est jamais totalement automatique, notamment parce qu'on va tenir compte de situations particulières qui peuvent se présenter, un élément de fragilisation du territoire. Par exemple, s'il y a déjà eu des événements météo intenses dans les semaines qui ont précédé et que les sols sont gorgés d'eau, ils ne vont pas réagir de la même manière que si c'est la première pluie de la saison. Donc ça, on va pouvoir en tenir compte pour ajuster un peu nos alertes. On va aussi pouvoir tenir compte, par exemple, de déplacements de populations particuliers. S'il y a un très grand événement sur une zone qui rassemble des populations, on va aussi en tenir compte. Et puis, la prévision météo, malgré tout le soin, l'expertise et les moyens qu'on y consacre, ce n'est pas une prévision totalement automatique, c'est pas... voilà, c'est pas complètement déterministe. Et donc, il y a toujours, de la part de nos prévisionnistes, à partir des sorties de modèles, et des modèles, il en existe plusieurs. Il y a les modèles cœur de métier de Météo France, mais on regarde aussi les modèles de nos autres collègues européens, par exemple. Chaque modèle a ses avantages et ses inconvénients, ses forces et ses faiblesses, et c'est l'ensemble des éléments qui fait que le prévisionniste va déterminer un classement. Donc, voilà, on n'est pas sur de la production automatique. Ceci dit, ce vers quoi on vise d'aller, c'est bien l'idée de pouvoir donner une information sur des zones, ce qu'on appelle nous des zones libres, donc qui s'affranchissent des limites du département pour effectivement tenir compte que parfois, franchissant les frontières d'un département, la météo elle reste la même et que donc il faut pouvoir en informer le public. Alors comment est-ce qu'on informe ? Effectivement, l'information des maires, l'alerte des maires en cas de situation de crise, ça, ce sont les autorités de la sécurité civile. Nous, on donne une information aux préfets, aux causes, etc. Et ensuite, ce sont eux qui décident ou pas de déclencher une alerte selon les moyens qu'ils jugent utiles. Nous, ce qu'on fait côté Météo France, c'est donc donner une information sur le niveau de vigilance. Cette information-là, chacun peut recevoir sur son téléphone portable un avertissement, une notification. Il suffit de s'inscrire sur l'application de Météo France en choisissant le département qui vous intéresse et vous pouvez recevoir de façon automatique, à chaque fois qu'il y a une vigilance rouge ou orange, une notification sur votre téléphone portable. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on a un service d'avertissement en cas de pluie intense, donc un service d'avertissement temps réel qui s'appelle APIC, sur lequel les communes peuvent s'inscrire, et là aussi avec la possibilité de recevoir une notification par SMS quand il y a sur la commune des précipitations intenses qui sont déclenchées. Donc voilà, on essaye effectivement d'aller de plus en plus à la fois vers voilà, des outils tels que le SMS, le téléphone portable, et puis d'aller vers de plus en plus de push et donc d'envoi automatique d'informations vers les utilisateurs. Est-ce que vous avez des préconisations sur la résilience vis-à-vis des événements climatiques ? Est-ce que vous pensez par exemple qu'on devrait faire davantage d'éducation à l'école sur comment écouter les prévisions météorologiques, peut-être même introduire des notions de climatologie peut-être plus poussées dans les programmes, des choses qui seraient des facteurs de résilience à venir ?
Alors, sur tout ce qui est la sensibilisation dès le plus jeune âge sur le changement climatique et ses effets, les programmes scolaires ont beaucoup progressé, je dois dire, mais on peut toujours faire plus. À mon sens, il y aurait aussi un effort à faire sur les conseils de comportement. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire en cas ou ne pas faire le plus souvent en cas de phénomènes météorologiques extrêmes. Et ça, c'est notamment important avec l'idée qu'il peut y avoir des déplacements de phénomènes. Il y a des régions où on connaît bien les épisodes Cévenol, par exemple. Bah, on sait, la plupart des gens savent ce qu'il ne faut pas faire en cas d'épisode Cévenol. Si on commence à avoir des événements de précipitation intenses dans des endroits où il n'y a pas cette culture, il n'y a pas cette habitude, il n'y aura pas les bons réflexes en termes de comportement. Et dans le dispositif de la vigilance météorologique, c'est toujours accompagné d'une liste de conseils de comportement qui sont définis avec les pouvoirs publics. On voit que ces conseils ne sont pas très bien connus. Voilà. Et donc tout ce qu'on peut faire pour mieux faire connaître ces conseils de comportement, malheureusement très souvent dans les événements météorologiques, on constate que les décès sont liés à des imprudences en fait. Et effectivement au fait que les conseils de comportement n'étaient pas connus des personnes en question. Donc ça, voilà, je crois que sur ces conseils de comportement, il y aurait vraiment quelque chose à faire. L'autre sujet de résilience qui est vraiment très important pour nous, là, c'est cette question des réseaux de télécom. On est tous de plus en plus dépendants des réseaux de télécom et on vit au quotidien le fait qu'il suffit parfois d'un reboot d'un composant informatique ou d'un coup de pelleteuse malheureux sur un réseau pour qu'on soit bloqué parfois pendant de longues périodes. Alors, il m'est venu en tête une dernière question. Quand on parle de grands événements majeurs et que nous sommes à Paris, j'ai en tête la crue centenale qui est dans tous les esprits. Ce matin ou hier, un responsable militaire disait même que ça fait partie des scénarios sur lesquels il se projette. On a déjà eu l'occasion d'en parler dans le cadre de cette mission avec l'estimation des dégâts quand on a eu les caisses de réassurance. Sur un événement comme ça, dont on sait quand même que dans les 50 ans qui arrivent, il y a quand même une chance importante qui se produise. Enfin, je parle sous contrôle de votre part. Comment finalement vous l'appréhendez ? Est-ce que vous êtes quel est, selon vous, le délai avec lequel vous êtes en mesure de dire ça y est, la crue centenale risque de se produire? Est-ce qu'on est condamné d'une certaine manière à constater la montée progressive des eaux, ou est-ce que vos modèles mathématiques, météorologiques vous permettent de prédire avec quelques jours ou quelques semaines d'avance l'occurrence d'une telle crue? Je sais, enfin, voilà, dire avec précision un nombre de jours, je ne sais pas répondre. Comme ça, j'aurais tendance à dire que vu le type de phénomène dont on parle, c'est effectivement quelque chose qu'on peut annoncer plutôt plusieurs jours à l'avance. On est plutôt sur des phénomènes à cinétique relativement lente et en plus en partie contrôlée par tout un ensemble de dispositions autour de Paris. Voilà, donc oui, on sera pas on n'est pas sur un événement du type des épisodes méditerranéens qui se produit tout d'un coup, mais pas forcément par contre plusieurs semaines. Aujourd'hui, sur nos latitudes, la capacité à faire des prévisions, on appelle des prévisions saisonnières ou des prévisions mensuelles, et pas d'une très très grande fiabilité. On arrive à dessiner des grandes tendances, mais pas à ce niveau de précision-là. Oui, peut-être pour compléter peut-être sur ce sujet-là, c'est vrai, c'est-à-dire qu'aux latitudes moyennes, et particulièrement en Europe de l'Ouest, il y a, quels que soient les progrès scientifiques de nos outils de prévision, qui ont progressé ces dernières décennies au rythme d'à peu près un jour tous les 10 ans, même si on atteint probablement tôt ou tard un plafond sur la prévisibilité, puisque on considère que, alors ça dépend des situations météorologiques, mais au-delà d'1 à 2 semaines de prévision, en général, c'est quasiment impossible d'avoir un signal fiable sur des événements. Ce que je voulais signaler, c'est quand même, il y a
Parmi les dispositifs de production de Météo France, il y a la carte d'anticipation des phénomènes dangereux, qui est un élément relativement récent, qui, à ma connaissance, depuis à peu près 1 an, mais peut-être que je me trompe sur la date exacte de mise en œuvre, fournit aux autorités de J2 à J7, donc sur les 7 prochains jours, passant l'échéance du lendemain qui est déjà couverte par la vigilance, un aperçu par quart de pays ou à l'échelle de la France entière, au-delà de 5 à 6 jours, une anticipation sur les phénomènes susceptibles d'occasionner des phénomènes dangereux pouvant causer des dégâts. Et donc tout porte à croire, je pense, que si un phénomène de type crue centenale en région parisienne, qui, comme ça vient d'être dit, ne serait pas forcément lié à un phénomène orageux, dont on peut anticiper des phénomènes orageux à quelques jours d'échéance. La difficulté, c'est de savoir exactement où l'orage va se produire, mais qu'un phénomène orageux se produise, en général, on arrive quand même à l'anticiper. Sur des phénomènes de précipitation intenses, générateurs de crues à l'échelle du bassin parisien, ce n'est pas des orages qui le causent, c'est vraiment des pluies sur des phénomènes de plus grande échelle. Et donc j'ose croire qu'un épisode de ce type-là serait capturé avec quelques jours d'anticipation. Après, la question serait de savoir à quel point il serait intense. Et plus on se rapproche évidemment de l'échéance, plus on arrive à caractériser finement l'ampleur du phénomène. Et du coup, j'en profite pour ajouter que voilà, les 2 grands défis de l'action climatique, c'est l'atténuation, c'est-à-dire la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour limiter l'ampleur du changement climatique futur. Parce qu'en plus, c'est un message qui n'a peut-être été pas ultra clair ces dernières années. En fait, du fait de l'usage des différents scénarios climatiques, qui faisaient tous des hypothèses sur les trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre au niveau planétaire, ça a pu donner l'impression qu'il y avait une inertie dans le système climatique. En fait, l'inertie, elle est dans les scénarios. C'est-à-dire que le réchauffement futur dépend des émissions futures. Si demain, ou si au 1er janvier 2022, l'humanité cesse brutalement d'émettre des gaz à effet de serre, le climat va se stabiliser au niveau atteint aujourd'hui. Il n'y a pas une inertie pendant 30 ans où ça va continuer de se réchauffer. Ou si c'est le cas, c'est dans des proportions infimes par rapport à l'ampleur des changements. Voilà, donc tout ça pour dire que l'action climatique, c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre avant toute chose, et l'adaptation, c'est-à-dire comment faire avec un climat qui a déjà changé par rapport à ce qu'il était il y a quelques décennies. Et parmi les leviers de l'adaptation, évidemment, il y a les enjeux d'éducation, les enjeux de connaissance des phénomènes météorologiques, de leur impact, la question de culture du risque, et les questions, alors il y en a toute une liste, mais il y a aussi la question de l'anticipation. Enfin, d'un certain point de vue, la prévision météorologique, que ce soit à l'échelle de quelques heures ou que ce soit à l'échelle de quelques jours, fait partie de l'arsenal qui permet de limiter les dégâts liés en partie au changement climatique. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que j'aime bien le voir, parce que ça permet aussi de relier les différentes échelles de temps auxquelles on fait face, c'est-à-dire qu'en anticipant à quelques heures ou à quelques jours un phénomène particulièrement intense, on peut espérer réduire, à condition que toute la chaîne fonctionne bien en termes de fiabilité, en termes de transfert de l'information, en termes de comportement, etc. Mais on peut réduire l'impact de certaines conséquences du changement climatique par une meilleure anticipation, et c'est ce à quoi on s'attache tous les jours. Je précise que cette anticipation qu'on fait maintenant à 7 jours, comme l'a évoqué Samuel Morin, donc, elle est disponible non seulement pour les autorités publiques, mais y compris pour le grand public depuis le mois d'août 2021. Voilà, on a mis à disposition sur le site de la vigilance, et donc pour l'ensemble des Français, cette carte à J+7, effectivement avec l'idée que anticiper, c'est pouvoir adapter son comportement, et donc c'est éviter des risques et à la fin préserver la sécurité des personnes et des biens. Merci beaucoup de vous être déplacé jusqu'à nous.